Chapitre 33. Ce fut dans ces transes que nous passâmes l'hiver de 1814 à 1815, hiver pendant lequel, à l'insu de ma mère, je commençais à faire mes premiers exercices à feu. Défense positive avait été faite par ma mère à Montagnon de me remettre le fameux fusil à un coup, mais Montagnon me tenait pour un si habile arquebusier qu'il ne pouvait partager les terreurs de ma pauvre mère. Il me remettait donc non pas le fusil défendu, Montagnon, auvergnat jusqu'au bout des ongles, était trop honnête homme pour manquer à sa parole, mais un autre fusil à un coup qu'il avait fait lui-même pour son fils, et dont par conséquent il était parfaitement sûr. Ce n'était pas tout. Comme on ne chasse pas sans poudre et sans plomb, il m'approvisionnait de munitions et me lâchait dans le parterre. Ce fusil était d'autant plus précieux que c'était un véritable fusil de braconnier, fusil-canne dont on tenait le canon à la main et dont on mettait la crosse dans sa poche. Voyait-on un oiseau, on montait le fusil et l'on se faisait chasseur. Voyait-on du monde, on démontait le fusil et l'on redevenait promeneur. Comme nul ne se doutait que je pusse avoir une pareille arme à ma disposition, je n'inspirais aucune défiance. Le garde qui avait entendu un coup de fusil venait à moi et me demandait des renseignements. Il va sans dire que j'avais entendu le coup, je ne pouvais pas faire autrement, mais jamais je n'avais vu le délinquant, ou si je l'avais vu, il avait pris la fuite en m'apercevant, et le point vers lequel il s'était dirigé était toujours le point opposé à celui où je comptais aller moi-même. Or, sur la marche du garde, je dirigeais ma marche, et, sauf cette diable d'accusation de bonapartisme, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Mes galeries ordinaires étaient ce qu'on appelait alors les grandes allées. C'était une quadruple rangée de tilleuls séculaires se prolongeant à la distance d'un quart de lieue du château à la forêt. Cette quadruple rangée d'arbres avait plaine à gauche, plaine à droite. Il était donc facile de voir l'ennemi à bonne distance et de fuir quand l'ennemi venait. L'hiver, ces allées foisonnaient de toutes sortes d'oiseaux et surtout de grives. Mon fusil-canne de petit calibre était excellent et portait au fait des plus hauts arbres. Aussi mon thème ou ma version finie, ou même non finie, prenais-je ma course sous prétexte d'aller chez Montagnon. Montagnon me tenait le fusil prêt, me laissait sortir par la porte de derrière, et je ne faisais qu'un bond jusqu'aux grandes allées. Là, je retrouvais Saunier ou Arpin, avec quelques canons emmanchés à une bûche, quelques fusironniers, quelques pistolets exagérés de longueur, et la chasse commençait. Là, je trouvais surtout Quillobiche. Cooper a consacré 5 romans à Natty Badcuir, que le lecteur me permette de consacrer quelques lignes à Quillobiche, le seul homme peut-être de notre Europe qui puisse sans désavantage être comparé aux héros américains. Anniquet, je ne sais pourquoi surnommé Quillobiche, était à cette époque un garçon d'une vingtaine d'années, de taille moyenne, parfaitement pris, fort comme toute machine bien équilibrée, mais surtout excellent braconnier. Biche avait commencé par la marette et la pipée, comme doit faire tout vrai braconnier, et dans ces deux exercices, il avait bien certainement été à Baudou ce que Pompée avait été à César. Peut-être même Biche fût-il devenu César et Boudou Pompée, si l'ambition ne l'eût pas entraîné au braconnage, terrain que Boudou dédaignait noblement et surtout prudemment. Personne n'a jamais distingué un lapin au gîte dans un buisson, un lièvre dans une jachère, comme Biche. Personne n'a jamais su, comme Biche, approcher nonchalamment de ce lièvre ou de ce lapin et le tuer d'un coup de pierre ou d'un coup de bâton. On sait ce que c'est qu'une perdrix sur pied et courant. Eh bien, Biche avait le talent de charmer cette perdrix, de s'approcher d'elle et de la tuer avec un méchant canon de pistolet monté sur un affût, sans chien ni batterie, et auquel il mettait le feu avec une mèche d'amadou. Il va sans dire que jamais il ne la manquait. Quand on arrive à aimer assez la chasse pour chasser avec de pareils instruments, on tue à tout coup. Biche m'avait pris en amitié, Biche était mon professeur. Il m'apprenait toutes les ruses, non pas du chasseur, mais des animaux. Mais pour chaque ruse d'animal, lui avait une ruse et quelquefois deux.
Plus tard, on appréciera le mérite de Buch. Comme on ne pouvait l'empêcher de braconner, on le fit garde. Après 15 ans de séparation, ne sachant pas ce qu'il était devenu et allant chasser dans la forêt de Laigne avec la permission du duc d'Orléans, je retrouvai Biche garde-chef. C'était justement sur sa garderie que j'avais la permission de chasser. Nous nous reconnûmes, je me jetai dans ses bras et nous partîmes. Ô grand Saint-Hubert, toi seul sais quelle chasse nous fîmes ce jour-là. Depuis la Révolution de 1848, qui a amené la location des forêts royales ou apanagères à des particuliers, Biche ne chasse plus. Cette faculté, laissée autrefois aux gardes de tuer ce qu'il leur fallait de lapins pour leur consommation personnelle, leur est ôtée aujourd'hui. Bien plus, ils ne peuvent plus faire leur service avec un fusil et en sont réduits à porter un bâton pour toute arme. À mon dernier voyage à Compiègne, un de mes amis fermiers, pour un 10e de la chasse de la forêt de Laigne, me donnait tous ces détails. « Ah, mon Dieu !» m'écriai-je, « et mon pauvre Biche, il doit mourir de chagrin de se voir ainsi désarmé. »« Biche !» me répondit mon interlocuteur, « soyez tranquille, il en tue plus avec son bâton que nous tous ensemble avec nos fusils. » Cela me rassura un peu sur le compte de Biche. Biche me donnait des leçons dont je profitais à merveille, mais un si grand bonheur ne pouvait durer. L'impunité enfante la confiance rend imprudent. Par une belle matinée des derniers jours de février 1815, comme le soleil faisait resplendir un tapis de neige d'un pied d'épaisseur, je suivais avec une si grande attention une grive voltant d'arbre en arbre que je ne m'étais pas aperçu que j'étais suivi moi-même. Enfin, elle parut se fixer au milieu d'une touffe de gui. Je fis un fusil de ma canne, j'ajustai et je lâchai le coup. À peine était-il parti que j'entendis retentir à 3 pas de moi ces paroles terribles. « Ah, petit drôle, je t'y prends !» Je me retournai tout effaré et je reconnus un garde-chef nommé Créton. Sa main tendue, il n'était pas à un demi-pied du col de ma veste. J'avais trop l'habitude du jeu de barre pour me laisser prendre ainsi. Je fis un bond de côté et me trouvai à 10 pas de lui. « Ah, tu m'y prends, mais je ne suis pas pris, lui dis-je. » Il n'avait pas besoin de courir après moi puisqu'il m'avait reconnu et que le procès-verbal d'un garde est valable sur son simple rapport. Mais l'amour-propre s'en mêla et il se lança à ma poursuite. Mes jambes avaient grandi depuis le jour où le bègue m'avait donné cette chasse dont le résultat avait été si humiliant pour moi. Aussi Créton vit-il du premier coup que j'étais un rude coureur et qu'il n'aurait pas bon marché de moi. Il n'en persista pas moins à vouloir me rejoindre. Je me dirigeais alors vers la plaine, un fossé de 6 pieds de large m'en séparait, mais qu'était-ce pour moi qu'un fossé de 6 pieds? Je le franchis, et bien au-delà. Créton, emporté par sa course, voulut en faire autant, mais ses jambes avaient 4 fois l'âge des miennes, ce qui leur ôtait un peu d'élasticité. Au lieu de tomber au-delà, il tomba en deçà, et au lieu de continuer sa course à fond de train comme je faisais, il sortit du fossé à 4 pattes, se releva à grand-peine et se remit en chemin clopin-clopant en s'appuyant sur la crosse de son fusil. Il s'était donné une entorse. Cela n'embellissait pas mon affaire. Je revins chez Montagnon et lui racontai tout. « Ah, bah, dit-il, nous en avons eu bien d'autres du temps de l'ogre, et nous n'en sommes pas morts pour cela. Mais enfin, est-ce qu'on ne va pas me mettre en prison ?» Aller en prison fut la grande terreur de ma jeunesse. Un de mes camarades, nommé Alexandre Tronchet, avait une fois été mis en prison 12 heures pour cause de maraude. Je l'avais accompagné jusqu'au bout de la ville, et une seule chose m'avait empêché d'être de la partie, j'étais en robe. On pensa que, ne pouvant courir convenablement en cas de déroute, je serais pris et compromettrais la société. En conséquence, on me chassa honteusement. Je n'étais pas complice de fait, mais j'étais complice d'intention. Quand je vis Alexandre Tronchet en prison, je pensais mourir de peur. Voilà pourquoi je disais à Montagnon d'un air si piteux, « Mais enfin, est-ce qu'on ne va pas me mettre en prison ?»« Ah, si l'on veut te mettre en prison, viens me trouver, mon garçon, et je leur prouverai le code à la main qu'ils n'en ont pas le droit. » « Et quel droit ont-ils ?»« Ils ont celui de te mettre à l'amende et de confisquer ton fusil, c'est-à-dire votre fusil. » « Oh, pour cela, je t'en donnerai un autre qui vaudra 30 sous. »
Oui, mais l'amende, à combien cela montera-t-il? Ah, ça, l'amende, c'est une affaire d'une cinquantaine de francs. Une cinquantaine de francs, m'écriai-je. Ils vont demander 50 francs à ma mère. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je me sentais bien près de pleurer. Bah, dit Montagnon, et ton cousin de Violaine, est-ce qu'il n'est pas là? Je secouai la tête. Je n'avais pas à cet endroit grande confiance dans mon cousin de Violaine. Je lui avais dit plus d'une fois pour le sonder. Mon cousin, que feriez-vous si vous me preniez chassant dans la forêt? Et il avait répondu, avec cette douce voix qui le caractérisait, et ce charmant froncement de sourcils qui d'ordinaire accompagnait sa voix. Ce que je ferais, je te flanquerais dans un cul de basse-fosse, drôle. La consolation que me donnait Montagnon à l'endroit de M. de Violaine n'était donc rien moins qu'efficace. Je rentrai en conséquence à la maison, l'oreille excessivement basse, j'embrassai ma mère plus affectueusement que de coutume, et je m'acheminai vers ma chambre. « Où vas-tu? Me dit-elle. « Faire mon thème, maman, lui répondis-je. Tu le feras après dîner, on va se mettre à table. Je n'ai pas faim. Comment tu n'as pas faim? Non, j'ai mangé une tartine de beurre chez Montagnon. Ma mère me regarda avec étonnement. Madame Montagnon ne passait pas pour prodiguer les tartines. Et puis, se retournant vers une vieille amie à elle, qui venait passer presque tout son temps chez nous, et que je criblais de niches. « Ah ça, mais est-ce qu'il est malade? Demanda-t-elle, moitié riant, moitié inquiète. Soyez tranquille, répondit la vieille dame. Le brigand aura fait quelques nouveaux tours et n'a probablement pas la conscience nette. Oh, chère madame Dupuis, que vous aviez une profonde connaissance du cœur humain en général et de mon cœur en particulier. Non, je n'avais pas la conscience nette, et il s'en fallait même du tout au tout. Aussi restai-je debout à la fenêtre, à moitié caché par le rideau, explorant la place en tous sens pour voir si quelques gardes, quelques gendarmes, ou même Tournemol, à qui j'avais déjà eu affaire à propos de mon pistolet, ne débouchaient point par quelques rues et ne s'acheminaient point vers la maison. Ce fut bien pis qu'un garde, bien pis qu'un gendarme, bien pis que M. Tournemol, qui déboucha sur la place du château. Ce fut M. de Violaine en personne. J'eus un instant l'espérance qu'il ne venait pas à la maison. Nous logions porte à porte avec un vieux garde chez lequel il allait quelquefois. Mais bientôt il n'y eut plus de doute. On eût dit qu'un mathématicien avait tracé une diagonale de la rue du Château au seuil de notre maison, et que M. de Violaine avait fait le pari de suivre cette diagonale sans s'en écarter d'une ligne. Je n'avais plus d'autre salut que la fuite. En 5 secondes, mon plan fut fait. Je descendis rapidement l'escalier. À travers 2 portes vitrées de la dernière marche de l'escalier, on pouvait voir dans la boutique. Au moment où M. de Violaine ouvrait la porte de la boutique, je m'élançai par une porte de communication chez Lafarge, et de chez Lafarge dans une allée qui conduisait à la rue. Je gagnai le pavé du Roi, je me glissai le long des maisons, j'atteignis la place de l'Abreuvoir par une ruelle, et de la place de l'Abreuvoir je rentrai chez Montagnon par cette fameuse porte de derrière, que je n'avais considérée jusque-là que comme sortie, mais que 2 fois dans la même journée je venais d'utiliser comme entrée. De la boutique de Montagnon, je voyais chez nous autant qu'on peut voir d'un côté d'une rue à l'autre. Il me sembla qu'il se faisait un grand mouvement et que l'on cherchait quelqu'un. Je n'eus plus de doute lorsque je vis ma mère paraître derrière les rideaux du premier étage, ouvrir la fenêtre et regarder dans la rue. Il était évident que non seulement on cherchait quelqu'un, mais encore que c'était ma mère qui cherchait ce quelqu'un et que ce quelqu'un, c'était moi. Je ne pouvais charger ni Montagnon ni sa femme d'aller aux informations. Je venais chez eux tous les jours, mais ils venaient rarement chez nous. Leur apparition, à l'un ou à l'autre, eût donc semblé étrange et eût certainement tout révélé. Je me tins donc coi et couvert, comme dit et comme fit Robinson la première fois qu'il aperçut les sauvages débarquer dans son île. Au bout d'un quart d'heure, M. de Violaine sortit. Il me sembla que sa figure était encore plus à l'orage qu'en entrant. J'attendis la nuit qui venait à 5 heures, et la nuit venue, me faisant le plus invisible possible, je courus chez ma bonne amie madame d'Harcourt.
On se rappelle que dans toutes les circonstances graves, c'était à elle que je recourais. Et cette fois encore je lui exposai mon cas, lui avouant tout, et la priant d'aller chez ma mère afin de s'informer de la gravité des choses. La bonne et excellente femme m'aimait tant qu'elle était à la disposition de mon moindre caprice. Elle courut à la maison, je la suivis de loin par derrière. Quand elle fut entrée, je collai mon œil au coin du carreau. Et malheureusement, ma mère tournait le dos à la fenêtre et je ne pouvais voir son visage, mais je voyais les mouvements de son corps et ils me paraissaient des plus menaçants. Au bout d'un quart d'heure, madame d'Harcourt sortit, et comme elle se doutait que je n'étais pas loin, elle m'appela. Je me fis appeler 2 fois, et même 3. Mais comme je crus saisir dans ce troisième rappel une intonation assez rassurante, je me rapprochai. « Ah, c'est donc toi, méchant enfant, me dit ma mère. « Voyons, ne le grondez pas, interrompit madame d'Harcourt. Il est assez tourmenté, allez. » « Eh, Dieu merci, il y a de quoi, dit ma mère en secouant la tête de haut en bas. Je poussai un soupir qui ébranla le chambranle de pierre contre lequel j'étais appuyé. Tu sais que monsieur de Violaine est venu, me dit ma mère. Je crois bien, je l'ai vu venir, c'est pour cela que je me suis sauvé. Il veut absolument que tu ailles en prison. Pour cela, m'écriai-je, il n'a pas le droit de m'y faire aller. Comment il n'a pas le droit de t'y faire aller? Non, 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 je le sais, puisque je te dis que je le sais. Ma mère fit un signe à madame d'Harcourt, je surpris ce signe. Oh, tu n'as pas besoin de cligner de l'œil, lui dis-je, il n'en a pas le droit. Oui, mais il a le droit de te faire un procès-verbal et de te mettre à l'amende. Ah, ça, c'est vrai, dis-je avec un second soupir, encore plus déchirant que le premier. Et cette amende, qui la paiera? Ah, dame, pauvre maman, je sais bien que ce sera toi, mais sois tranquille, je gagnerai de l'argent, je te rendrai tes 50 francs en parole d'honneur. Ma mère ne put s'empêcher de rire. Ah, tu as ri, m'écriai-je. Ah, il n'y a pas plus d'amende que de prison. Non, mais à une condition. Laquelle? C'est que tu iras dire à monsieur Créton que tu es fâché de ce qui est arrivé et que tu lui demandes bien pardon. Je secouai la tête. Comment non? S'écria ma mère. Non, repris-je. Mais tu dis non, je crois? Je dis non. Et pourquoi cela? Parce que je ne peux aller lui dire que je suis fâché qu'il se soit donné une entorse. Tu ne veux pas lui dire que tu es fâché qu'il se soit donné une entorse. Eh non, puisque j'en suis content, ce serait mentir. Et tu sais, maman, comme tu me le défends de mentir. Un jour, quand j'étais tout petit, tu m'as fouetté parce que j'avais menti. Avez-vous vu un bandit pareil, dit ma mère. Ah, dame, s'il ne veut pas mentir, cet enfant, dit en riant madame d'Harcourt. Mais le procès-verbal, mais les 50 francs, s'écria ma mère. Bah, les 50 francs, dit madame d'Harcourt. Ah, crois-tu donc que ce n'est rien pour nous que 50 francs, dit tristement ma mère. L'intonation avec laquelle elle prononça ces paroles me serra profondément le cœur, car elle prouvait en effet que cette perte de 50 francs c'était beaucoup, que c'était trop pour ma mère. J'allais céder, j'allais dire « Eh bien, j'irai chez cet homme, je lui dirai que je suis fâché qu'il se soit donné une entorse, je dirai tout ce que tu voudras. » Quand, malheureusement, pour ma bonne intention, madame d'Harcourt, qui, comme moi, avait remarqué l'intonation, se retourna vers moi. « Écoute, dit-elle, je ne t'ai rien donné cette année pour tes étrennes. »« Non, ni Léonore non plus. »« Ni Léonore non plus, répéta-t-elle. »« Non plus, répétai-je à mon tour. »« Eh bien, si tu es condamné à payer les 50 francs en question, nous t'en donnerons chacune 25. »« Ah, merci, madame d'Harcourt, en ce cas, je cours chez monsieur Créton. » Et pourquoi faire? Oh, pour lui dire que c'est bien fait, qu'il n'a que ce qu'il mérite, qu'une autre fois il ne courra plus après moi, et que... Ma mère m'attrapa par le bras. Voyons, rentre, dit-elle, et va te coucher. Non, c'est égal, Créton en sera pour son entorse, et monsieur de Violaine pour son procès-verbal, c'est bien fait. Ah, merci, madame d'Harcourt. Remerciez Léonore, madame d'Harcourt. Bonsoir à la compagnie. Je vais me coucher. Je suis fatigué d'avoir couru. C'est étonnant comme ça donne sommeil de courir. Bonne nuit, tout le monde. Et traversant la boutique dans toute sa longueur et en courant, je gagnai ma chambre, enchanté d'en être quitte à si bon marché.
Créton fit son procès-verbal et l'envoya à M. de Violaine, qui, ayant appris mon entêtement, jura qu'il y serait donné suite, et qui bien certainement allait se mettre en mesure de ne pas manquer à son serment, lorsque, le 6 mars, se répandit une nouvelle à laquelle personne ne s'attendait et qui bouleversa tout le monde, à tel point que Créton en oublia son entorse et M. de Violaine son procès-verbal.